Dis-moi, veux-tu que je parle du duel? Comment? Oui. Ouais. Et on va terminer là-dessus. Donc, je viens de sortir un livre sur le duel, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis très, très régulièrement attaqué. Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Et comme dit Cyrano, j'aime sur mes pas raréfier le salut. Alors donc, je vais vingtaine de procès que j'ai gagnés. Tous gagnés. J'ai fait condamner le canard enchaîné, qui m'a payé la réfection d'une cheminée du XVIe siècle. J'ai fait condamner VSD, qui m'a refait la toiture d'une petite tour. J'ai fait, bon, bref, j'ai fait. Malheureusement, mon niveau de vie a baissé et puis je n'ai plus de procès. Mais je me suis rendu compte que ces procès ne servaient à rien, parce que les journalistes qui m'avaient diffamé ne payaient pas les amendes, c'était leur direction, et ils ne payaient pas l'avocat non plus. Et ils reprenaient les attaques. Alors, je les repoursuivais, je regagnais. Mais ils continuaient. Alors, je me suis dit, non, maintenant c'est terminé, le duel. Alors j'ai créé, dans les années 2000, une association qui refuse les membres, qui était l'association pour le rétablissement du duel en matière de presse. Et mes deux vice-présidents étaient Vladimir Volkov et Dominique Vénère. Pas mal. Alors imaginez un journal et de droite et de gauche, parce que ça s'est produit et à droite et à gauche, recevant un matin, ou un après-midi, la visite de Dominique Vénère et de Vladimir Volkov. Arrivant, on va voir le secrétaire de rédaction. Voilà, nous sommes les témoins désignés par Bernard Lugan, qui s'estime diffamé par M. X, qui est un de vos journalistes. Donc nous venons pour que M. X déclare témoin. Déclare témoin. Ça ne voulait pas dire qu'on allait se battre. Parce que dans le code du duel, ce sont les témoins qui décident. Parce que c'est pas les témoins, c'est pas parce que monsieur, moi, on va se battre. Non, pas du tout. Ça, c'est de soldats ivres. Hein, c'est pas de voyous. Non, ce sont les témoins qui se réunissent, entre gens courtois, et qui discutent. Y a-t-il ou non matière, ou pas? Et si les témoins disent il n'y a pas matière, il n'y a pas duel. Ça, sinon, ce serait violenter complètement le code de l'honneur, pas de duel. Donc, ils n'étaient même pas sûrs de se battre. Ils n'ont même pas eu le courage de déclarer témoin. Il faut dire que mes témoins disaient que Bernard Lugan, étant l'offensé, propose au sabre et à cheval. Ça en refroidit plus d'un. Mais évidemment, disait-il, si M. X ne tient pas en selle, ne trouve pas le fond de sa selle, Bernard Lugan se bat à pied. Et bien écoutez, grande fut ma déception de voir qu'à droite comme à gauche, les grands journaux de droite et les grands journaux de gauche sont composés de journalistes essentiellement des queues plates, qui se sont dégonflés. Voilà. Voilà. Alors donc, là, j'ai décidé, il y a quelques mois, pour m'amuser, de sortir un petit essai sur le duel, dans lequel je raconte tout cela, et en même temps, j'en profite pour montrer ce que fut le duel à travers les âges, et je raconte surtout les grandes périodes, la grande période du duel qui a été l'époque de l'affaire Dreyfus, l'affaire de Panama, etc., où tout le monde se battait. Quand vous pensez que les députés, certains députés se sont battus 12 ou 15 fois en duel, hein, Maurras s'est battu 6 fois en duel, il a été blessé 2 fois, et Clémenceau, Alexandre Dumas, lui c'était vraiment un duelliste phénoménal. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que les duels parlementaires se faisaient peu de choses. Par exemple, un député qui va traiter un autre député, une espèce d'abruti, on se bat en duel. Vous voyez, aujourd'hui, quand il y a la discussion sur la loi sur les retraites, quand le pauvre petit Dussopt
qui a un comportement de fan effarouché, se fait traiter d'assassin et de parjure par les gens de LFI, et bon, vous imaginez Clémenceau, Carbuccia ou un autre? Immédiatement, le lendemain matin, on était sur le prêt. Et, et quand vous imaginez le pauvre ministre PR, c'est ça, c'est les PR, non pas PR, maintenant c'est la droite, ça s'appelle comment maintenant Le républicain. Oh, voilà, les républicains. Donc, c'est un mot qui fait du mal à prononcer avec les... Le lieu s'y prête aussi moyennement. Qui se fait... le ministre, le garde des Sceaux qui lui fait un bras d'honneur, ben, normalement, c'est sabre au point le lendemain matin. Alors, vous voyez, les mœurs. Alors voilà, je raconte tout ça. Puis je raconte des femmes remarquables. Je vous raconte cette histoire qui est très drôle. Une jeune aristocrate, dont le père était un remarquable maître d'armes, était éduquée par son père. Elle a des tendances un peu lesbiennes. Mais bon, ce qui va expliquer la suite. Donc, elle s'habille toujours en homme, et son grand plaisir, c'est de provoquer des hommes. Et chaque fois, elle les bat. Et un jour, elle se trouve à la cour de Louis XIV. Le frère de Louis XIV, avait le petit défaut. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, c'est beaucoup plus élégant, le petit défaut. Et elle est habillée en homme, et il la repère. Ce jeune chevalier est fort séduisant. Et puis, elle disparaît dans la foule, et elle commence à courtiser une très jolie femme qui est là, qui commence à être effarouchée, parce qu'à l'époque, on était effarouché par ça. Le temps. Et elle dit, mais enfin, jeune homme, vous... Et là, 3 chevaliers servants arrivent et provoquent la dame en duel. Elle les tue tous les 3. Alors, les duellistes étaient condamnés à mort. Mais le frère de Louis XIV, qui avait été séduit par cette jeune femme croyant que c'était un homme, va voir Louis XIV pour obtenir sa grâce. Et que dit Louis XIV? Où est le problème? Le duel, c'est pour les hommes. Il n'y a pas de peine, puis c'est une femme qui l'a fait. Donc, blanchie complètement. Puis elle devient cantatrice, elle finit à l'opéra. Voilà, pas à l'opéra, voilà. Non, mais des personnages étonnants, Je raconte un peu toutes ces histoires dans le... Il n'y a pas que des hommes dans le monde. Voilà, ben rapidement, le duel. Je vais me tourner d'abord vers nos amis qui ont été bien patients et que nous n'avons pas pu faire asseoir. Les premières questions sont pour vous, si vous en avez. Dis-moi, j'aimerais qu'on ne dépasse pas 9h30, parce que j'interviens demain matin tôt. Pas de souci. Donc, on a peu de questions. Est-ce que l'un d'entre vous en a? Bon. Okay. Magnifique. Alors, vous refaites Vous 3 qui ont levé la main. Allez, Monsieur Legord, les Touaregs au Mali ne sont que 5%. Un peu moins de 5. Voilà. Comment vous expliquez le fait que moins de 5% arrivent à défaire la population sédentaire du Sud, donc le Bambara, le Chaussonra, qui sont plus de 90%? Dans l'armée coloniale, on disait qu'il y a des gens qui mordent l'oreille et d'autres qui mordent l'oreiller. Viens nous voir plus souvent. Bon, deuxième question. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous dans les structures de formation en France, pas seulement universitaire, mais dans l'État? On a vu la difficulté en fait d'une partie de l'appareil diplomatique français. On ne connaît plus l'Afrique telle que le connaissait les années 80, où il y avait vraiment une... Mais écoutez, je vais vous dire ce qui s'est passé. 1981, suppression du doctorat d'État ès-lettres. Jusque-là, nous avions donc un doctorat d'État ès-lettres. Donc, quand vous vous intéressiez à l'Afrique, il fallait passer 10 ans en Afrique. Moi, j'ai passé 11 ans au Rwanda pour ma thèse. Oui. Donc, quand j'ai quitté l'Afrique, le Rwanda, je connaissais. Parce que maintenant,
les doctorats sont des petits machins qui se font en 2-3 ans. Il n'y a plus de postes en Afrique, donc les gens font leur doctorat depuis la France. Par exemple, vont être africanistes. Alors là, une thèse, écoutez bien. Les rapports entre hommes dans le Paris gay algérien de l'entre-deux-guerres, et c'est thèse de doctorat. Sous le regard de la police. Regarde la police. Regarde la police. Thèse de doctorat. Le gars qui a soutenu cette thèse est maître de conférence, je ne dirais pas dans quelle université. Et il est africaniste. Donc il intervient sur les plateaux parce qu'il est africaniste. La grève des dockers du port de Dakar. Mais vous n'avez pas besoin de Dakar, les archives sont à Aix-en-Provence. Donc, vous n'avez pas une thèse sur l'histoire ancienne. Vous n'avez pas une thèse sur l'archéologie. C'est fini. C'est fini. Parce qu'il faut aller 10 ans sur place. Or, on a supprimé le doctorat d'État. Et, cerise sur le gâteau, on a supprimé les grandes emprises universitaires que nous avions en Afrique. Par exemple, à l'époque où j'ai commencé, moi je suis parti de l'enseignement supérieur, j'ai été envoyé en Afrique comme assistant à l'époque, j'ai débuté, et il y avait Dakar, Abidjan, Brazzaville, le Rwanda et Madagascar. 5 universités d'excellence. On formait Dakar formait jusque doctorat, pas nous. Le doctorat se faisait en France. Et nous étions cornaqués par les patrons de France. Par exemple, mon université était cornaquée par Bordeaux, par l'université de Bordeaux. L'université de Dakar, je crois que ça devait être Paris. Bon. Ce qui fait que tous les 4 mois, les grands patrons arrivaient pour voir comment nous en étions dans nos travaux, pour savoir si nous étions tous thésards. C'est en même temps nos patrons qui venaient nous surveiller. Donc, si vous voulez, c'est un truc élitiste. 1981, arrivent nos bons amis socialistes au pouvoir et qui sont des instituteurs. Le ministère de l'Éducation nationale est dirigé par des instituteurs qui jalousent les universitaires, qui ont une vision complètement différente. Ben oui, on est tous des enseignants. Du jardin d'enfants au Collège de France, on enseigne. On fait le même métier. Hein. Bon, donc, toutes les têtes, peut-être ils dépassent, et nos universités ont été fermées, et l'université dans laquelle j'enseignais est devenue, quoi, une école normale d'instituteurs. Donc, nivellement par le bas. Donc, nous ne formons plus les vrais africanistes. Disons que les derniers ont été formés à mon époque. En histoire, je pense que c'était le dernier. En géographie, il en reste 2-3 encore, mais qui vont... Non, ils vont en retraite. Donc, c'est fini. Alors, vous avez des gens qui vous parlent de l'Afrique, des gens qui enseignent sur l'Afrique, qui font des missions. Ils font des missions. Mais ils font des missions, même s'ils font une mission de 2 mois. C'est pas comme ça. Pas vrai. Moi, je suis resté 11 ans sur place. Hein. Bon, bon, voilà. Donc, on en revient toujours à la même chose, l'égalitarisme. Donc, que faire? Eh bien, relever le niveau. Et puis, supprimer le contrôle continu, bon sang. Le contrôle continu, c'est criminel. D'abord, moi, quand j'étais étudiant, on faisait la fête pendant 6 mois, et pendant 3 mois, on travaillait. Bon. Parce que maintenant, on vous fait sauter 10 cm toute l'année, et puis, dans la vie, vous allez avoir des obstacles d'1 mètre à sauter. Vous n'êtes pas entraîné, hein. Donc, il faut revenir à la sélection, à fond. Enfin, je parle comme un vieux. À mon époque, il y avait l'examen d'entrée en 6e. Si vous ne saviez pas lire, écrire, compter, vous n'entriez pas en 6e. Premier barrage. Ensuite, vous aviez l'examen en 3e, le brevet. Ou vous le réussissiez ou pas. Si vous le réussissiez, lycée. Sinon, lycée professionnel. Ensuite, vous aviez le premier bac. Premier bac, alors c'était dur, le premier bac. Et ensuite, vous aviez le 2e bac, où vous preniez spécialité, ou sciences, ou maths, ou philosophie. Et ensuite, vous rentriez à l'université, vous avez 2 ans de propédeutique. C'est-à-dire que vous ne pouviez véritablement considérer que vous étiez à l'université qu'au bout de 2 ans, quand vous aviez réussi vos 2 années de propédeutique, et là, vous entriez en première année de licence. Donc, un barrage en 6e, un barrage en 3e, un barrage en fin de première, un barrage en fin de terminale. Vous aviez 6 barrages. Ça a écrémé, hein? Maintenant, tout le monde passe. Fini. Et le plus grave, ce sont les plus nuls de nos étudiants qui deviennent enseignants. Les plus nuls de mes étudiants ont tous fait de l'enseignement, c'est clair. Tous les autres ont fait un vrai métier. Dernière question, monsieur. Moi, j'ai une question qui est un peu
premier, vous disiez qu'en fait, la France n'a plus d'intérêt au Sahel aujourd'hui. Il faudrait plutôt se tourner vers les pays du littoral. Oui. Donc, alors, quels sont les intérêts de la France au niveau de ces pays-là? Et le deuxième volet, vous parlez des pays anglophones, par rapport à la proposition que la France pouvait leur apporter. Et quelle est la valeur ajoutée de la France vis-à-vis des autres puissances? Bon, là, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est sans des intérêts commerciaux qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des entreprises qui ont des intérêts commerciaux dans divers domaines. Moi, je crois qu'on n'en est plus du tout au niveau des intérêts de l'État, parce que quand vous prenez les chiffres parlent pour eux-mêmes. Hein. Le commerce, l'Afrique, pardon, total, du nord au sud, représente moins de 5%, écoutez bien, moins de 5% de tout le commerce extérieur français, aussi bien importation qu'exportation. Et sur ces 5%, la moitié est réalisée par Maroc, Algérie, Tunisie. Ce qui fait que l'Afrique, au sud du Sahara, représente, pour ces 40 pays, 2,5% du commerce extérieur français. Et sur ces 2,5%, il y a 3 pays qui totalisent 80%. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Le reste, walou, rien. Rien. Donc, alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des privés français qui aient intérêt en Afrique. C'est autre chose. Hein. Moi, je parle au niveau de l'État. Il est évident qu'il y a des boîtes privées qui ont des intérêts en Afrique. Et donc, la valeur ajoutée, c'est fini. Il n'y a plus de valeur ajoutée. Il y a des partenariats. Bon, il y avait des partenariats militaires, parce qu'on sait faire. Hein, on sait faire. Nos matériels sont des matériels essentiellement faits pour l'Afrique. D'ailleurs, c'était honteux d'envoyer des AMX-10 aux Ukrainiens. L'AMX-10 est un blindé léger de support d'infanterie. On a dit aux Ukrainiens, ils les ont envoyés devant. Non, parce que ce sont des véhicules qui étaient faits idéal pour le Sahel, mais pas dans une guerre de haute technologie. Et non, je crois que il faudrait faire, à mon avis, ce qu'ont fait les Chinois, qui sont des grands prédateurs, les Chinois. Les Chinois, il y a 12-13 ans, ont essaimé partout. Et puis, ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Ils se sont totalement retirés, sauf de quelques projets. Ils sont totalement retirés pendant près de 2 ans, et ils ont réfléchi. Ils ont réorganisé leur système de prédation, ce qui n'est pas ce que nous faisons nous. Nous, c'est pas de la prédation, eux font de la prédation. Et ils sont revenus sur des bases différentes. Ils n'essaiment plus, ils sont dans des zones bien choisies où ils savent qu'il y a des richesses, de l'argent à faire, etc. Donc, je crois qu'il est temps de reprendre complètement. Mais c'est pas possible. Avec le gouvernement actuel, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faudrait qu'arrive au pouvoir, je sais pas qui, mais qui maintenant, on met tout à plat. Bon, tous ces gens on vire tout ça. Tout ce qui a été. On recrée un grand corps des affaires étrangères. Quand vous pensez que la diplomatie mondiale se faisait en français, tous les grands accords se faisaient en français, regardez, aujourd'hui c'est terminé. L'époque de Talleyrand, qui était un bandit d'ailleurs, mais l'époque de Talleyrand est terminée. J'intervenais assez souvent à l'Eurocorps. À l'Eurocorps, la langue officielle, c'est l'anglais. Moi, j'intervenais bien sûr en français. Et je disais chaque fois la question, pourquoi l'anglais? Les Anglais ne font pas partie de l'Eurocorps. Ils ne font pas partie. Qui fait partie de l'Eurocorps? Les Espagnols, les Français, les Italiens, les Polonais. Alors, ça ne me gêne pas qu'on mette une langue d'un pays. Mais pourquoi l'anglais? Les Anglais ne sont pas dans l'Eurocorps. Ben non, on parle anglais. Il y a, si vous le voulez, une dimitude intellectuelle vis-à-vis de l'anglais. Ça, il faut le changer aussi. Il faut le changer. Tu regardez Macron parle couramment anglais. Mais moi, ça peu me chaud. J'ai préféré De Gaulle qui ne parlait pas un mot d'anglais, mais qui avait une diplomatie. Ou même Mitterrand qui parlait pas un mot d'anglais, qui avait des diplomatie. Il y a des traducteurs pour ça. Il y a toujours des traducteurs. Et même c'est encore mieux, parce que ça permet d'éviter, ça permet de poser. Voilà. Mais, en fait, tout est à reprendre.
Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.